Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Donc cette semaine, on parle d'Apple Intelligence, on parle d'OpenAI qui se rapproche de la NSA et d'un nouvel outil révolutionnaire de génération de vidéos. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier encore une fois pour tous vos retours, vos commentaires et vos participations sur les différents réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qui m'aide à faire grossir le podcast et ce qui m'aide à aller dénicher de nouveaux invités. D'ailleurs là, j'ai quelques invités qui sont en préparation qui devraient vraiment vous plaire. Mais encore une fois, j'aimerais que vous n'hésitiez pas à me faire vos retours si vous avez des demandes spécifiques, des besoins en particulier que vous aimeriez voir. J'en ai parlé d'ailleurs dans le podcast des Gentlemen Investisseurs sur lequel je suis passé la semaine dernière. Donc d'ailleurs pour tous les nouveaux qui viennent de cette communauté, bienvenue et j'espère que le podcast va vous plaire. Et justement ce que je disais dans ce podcast là, c'est que moi j'ai besoin aussi de mieux comprendre un petit peu les besoins que aujourd'hui vous avez en tant qu'auditeur du podcast. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on regarde un peu plus en détail ? Il y a des choses des problématiques que vous avez autour de l'IA, des craintes ou autres, c'est vraiment ça qui m'intéresse pour pouvoir justement vous proposer un contenu le plus pertinent possible. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le compte Instagram, donc tsunami-ia. Et d'ailleurs maintenant il y a aussi un compte TikTok du même nom, même si je regarde pas énormément les messages, je m'en sers surtout pour poster les extraits du podcast. Et il y a aussi une page LinkedIn qui a été créée, donc voilà, sur laquelle je posterai des articles. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, tout ce que je poste sur les réseaux, c'est énormément fait avec l'intelligence artificielle. Typiquement toutes les vidéos que je poste, la partie sous-titrage, sélection des vidéos, etc. Tout ça c'est fait avec une IA. Donc si c'est quelque chose que vous trouvez pertinent et qui vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour et comme ça je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Et d'ailleurs je suis en train d'essayer de voir comment je vais pouvoir automatiser encore plus toute la partie réseaux sociaux, parce que ça fait un petit peu sens, tant qu'à faire on fait un podcast sur l'IA, donc autant que tout ce que je fasse un petit peu sur réseau soit le plus automatisé possible, ou en tout cas utilise le plus l'intelligence artificielle. Comme ça voilà, je sais un petit peu de quoi je parle et ça me permet de tester des nouveaux outils, tous plus intéressants les uns que les autres. Donc voilà, on va pouvoir commencer maintenant à la partie news, et donc avec, pour commencer, une grosse news sur Apple, qu'on attendait depuis des semaines. Donc c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, on en parlait depuis plusieurs semaines des rumeurs qu'on avait, avec Apple qui a enfin dévoilé sa vision de l'intelligence artificielle qu'ils ont dénommée Apple Intelligence. Donc façon, assez bonne d'un point de vue marketing pour Apple de se détacher un petit peu du buzz word qu'on peut avoir autour de l'IA, puisque eux ils ont décidé d'appeler ça plutôt l'Apple Intelligence, ce qui leur permet un peu de se distinguer des autres. Et donc du coup cette conférence, elle a été assez longue, elle durait 1h45 à peu près. On a eu 1 heure où en gros on parlait un petit peu de tout ce qui allait sortir sur les nouvelles versions des systèmes d'exploitation de la marque à la pomme, mais au bout de 1 heure ils nous ont enfin parlé de leur nouveau système Apple Intelligence. Donc c'est un système qui va sortir donc sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Et donc contrairement à ses concurrents, Apple ils ont mis l'accent sur la personnalisation et la confidentialité, évitant d'utiliser d'ailleurs le terme IA une grande partie de la conférence, et ils ont même du coup été, comme je vous l'expliquais, jusqu'à rebrander ce nom en Apple Intelligence. Je pense que c'est une façon assez smart de se détacher des autres et d'essayer de se distinguer de la concurrence. Et donc qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec Apple Intelligence ? C'est que, premièrement, ils promettent une expérience d'utilisateur améliorée grâce à une personnalisation accrue en garantissant la protection des données. Par exemple, Siri pourra effectuer des tâches complexes comme envoyer des photos spécifiques à des contacts sans nécessiter d'interaction manuelle. La technologie repose sur un index sémantique capable de comprendre le contenu des fichiers et les relations entre les contacts tout en restant discrète. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Apple, ils ont énormément de données sur vous, mais leur force justement, c'est que ces données, elles restent sur votre téléphone. En tout cas, elle reste sur vos appareils Apple. Et ils ont mis vraiment énormément de choses en place pour que ces données restent sur les appareils et qu'elles soient protégées. Et que même si demain, Apple, on leur demande d'accéder aux données de cet iPhone qui est bloqué, même Apple ne peut pas le faire. Donc c'est une façon pour eux aussi, une bonne façon de marketer leurs produits en les mettant en avant en disant que tout simplement, ils ont un très bon niveau de sécurité. Et donc là, ils continuent d'aller sur cette démarche en introduisant tous leurs outils d'intelligence artificielle, ce qui je pense fait sens parce qu'il y a énormément de peur liée aux données qui pourraient être divulguées avec l'intelligence artificielle.
C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel moi je vous mets en garde depuis un bon petit moment, forcément, puisque beaucoup d'entreprises qui actuellement proposent des intelligences artificielles entraînent leur modèle sur les données que les utilisateurs utilisent en permanence avec les modèles. Donc voilà, par exemple, si vous utilisez ChatGPT, ChatGPT va s'entraîner sur les données que vous lui donnez, en plus des données d'entraînement dont il dispose déjà. Donc voilà, on ne sait jamais exactement comment les données vont ressortir et comment elles vont être utilisées. Et donc c'est pour ça que là, Apple, je pense qu'ils vont vraiment marquer une différence en disant que là, les données, pas de problème, elles restent sur votre appareil, ce qui évite ce genre de soucis. Et donc du coup, comment ils ont un petit peu implémenté tout ça ? Ils vont utiliser toutes vos données pour mieux comprendre ce qui peut se passer en termes d'interaction. Donc par exemple, s'il y a une photo de votre mère, ils vont comprendre que c'est la photo de votre mère. Si derrière vous lui demandez quand est-ce que ma mère arrive de l'aéroport, ils vont regarder à la fois les mails pour aller vérifier les réservations par exemple qui auront pu être faites au nom de votre mère. Enfin voilà, ça va permettre d'avoir ce qu'on attendait depuis très longtemps, c'est-à-dire un assistant, donc Siri, qui va vraiment être intelligent. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, Siri, vous pouvez lui poser 2-3 questions et à chaque fois, il répondait très souvent à côté de la plaque. Et là, on va enfin avoir une assistante, un assistant Siri qui va être très 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 efficace et qui va vraiment utiliser les informations qu'il y a sur l'appareil et tout ça sans sortir de cette petite bulle que Apple va créer. Ils ont aussi expliqué qu'ils allaient proposer des outils de création qui vont permettre de créer des images. Donc pour l'instant, c'est des images qui sont soit avec un petit effet dessiné, soit avec un petit effet Pixar. Enfin voilà, c'est des images qui sont volontairement, je pense, faites de façon non réaliste. Pourquoi je pense parce que ça va aider Apple à éviter de très grands problèmes au niveau des deepfakes et autres. Et ils ont aussi ajouté un système où vous allez pouvoir créer des émoticônes grâce justement pareil à l'intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir utiliser le contexte par exemple d'une discussion que vous avez avec une personne pour créer un émoticône qui sera en lien avec cette discussion et qui pourra être personnalisé. Et donc voilà, ça se sera fait en local avec le modèle de génération d'images de Apple. Et qu'est-ce qu'on a d'autre du coup comme information très intéressante, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un partenariat avec OpenAI. Et là justement, il y a plusieurs choses à comprendre un petit peu dans tout ça, parce qu'il y a eu, je pense, pas mal de mélanges avec cette grosse news qui a été annoncée, si vous l'avez un petit peu déjà suivi sur d'autres médias. Donc le premier modèle, c'est un modèle qui va tourner sur les téléphones en eux-mêmes, les téléphones ou les ordinateurs, les iPads, etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, cette nouvelle version de Siri, elle sera pas disponible sur tous les appareils. Elle va être disponible en fait que sur les derniers iPhone 15 Pro, uniquement sur les Pro parce que c'est eux qui disposent du dernier processeur le plus puissant qui permet de faire justement ces calculs en local, ou de tous les appareils Apple qui disposent d'un processeur M. Donc ça peut être les iPad Pro avec des M1, ça peut être aussi les MacBook, etc. à partir du M1. Tout le reste ne disposera pas de cet assistant Siri. Donc voilà, il y aura potentiellement les dernières versions de iOS 18, etc. qui pourront être installées, mais par contre, vous n'aurez pas la fonctionnalité avancée de Siri. Et d'ailleurs, sur les versions bêta pour l'instant auxquelles on a accès, avec les comptes développeurs, on n'a pas encore accès à ce nouveau modèle de Siri. Donc pour l'instant, j'ai pas encore pu le tester concrètement. Donc je suis obligé de croire entre guillemets Apple sur parole avec les démonstrations qu'ils ont pu nous faire, avant de vraiment pouvoir les tester. Maintenant, c'est vrai que généralement, Apple, on sait que quand ils annoncent des choses, c'est des choses qui sont très bien testées, donc je pense que quand la fonctionnalité sortira, elle devrait fonctionner comme on s'y attend. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc ce premier modèle, il va tourner sur les appareils. Derrière, ils vont faire un autre système qui va tourner sur les serveurs, mais de Apple, cette fois-ci. Donc ça, c'est si jamais vous avez des demandes un peu plus gourmandes. Donc si vous faites une demande un peu classique, c'est un petit modèle qui a été créé par Apple, qui fait 3 milliards de paramètres, donc c'est vraiment pas très grand pour un modèle. Généralement, par exemple, la dernière version de Llama 3, elle est à 70 milliards de paramètres, donc ça vous donne un petit peu une idée de la différence de taille. Par contre, l'avantage, c'est que ce modèle, il tourne directement en local sur l'appareil. Donc ça, c'est vraiment bien, ça va permettre aussi une latence très très réduite. Là, aujourd'hui, quand vous faites appel à Siri, en fait, votre voix elle est envoyée via le cloud sur les serveurs d'Apple, c'est là qu'elle est ensuite comprise, et puis ensuite c'est renvoyé derrière sur votre appareil. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement long. Là, vu que tout sera en local, ça va être très 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 rapide, et donc je pense que voilà, ça va vraiment permettre de faire énormément de choses très pertinentes. Maintenant, si jamais vous avez des demandes un peu plus complexes, il y a un deuxième modèle qui va rentrer en jeu, donc un modèle qui cette fois-ci utilise les serveurs d'Apple, serveurs d'ailleurs qui vont tourner sur Apple Silicon, donc c'est vraiment des processeurs de la marque Apple avec la conception Apple.
Et donc ces serveurs-là, eux, ils ont été créés dans toute une infrastructure qui a vraiment pour but de protéger vos informations. Donc Apple a vraiment souligné ce point-là, et voilà, des premières explications qu'on a sur la façon dont toute cette architecture est montée, c'est vraiment le state of the art, enfin, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de cybersécurité. Donc voilà, on devrait avoir quelque chose de très pertinent là-dessus, mais c'est quand même des données qui vont partir sur un serveur. Donc voilà. Mais Apple a essayé de bien expliquer que les données resteraient sécurisées, un petit peu comme ce qui peut se passer aujourd'hui avec vos backups iCloud. Hein, c'est des choses qui sont envoyées sur les serveurs d'Apple, mais qui restent très sécurisées. Donc voilà, ça c'était le deuxième niveau donc d'intelligence artificielle, et le troisième niveau, c'est l'utilisation de ChatGPT. Donc en gros, vous allez utiliser votre IA. Si jamais c'est une question assez simple, basique, ça va être sur le téléphone directement. Si c'est un petit peu plus compliqué, ça va être envoyé au serveur d'Apple, avec un niveau, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le niveau de base sur votre téléphone, ça va être l'équivalent d'un ChatGPT 3,5, hein, même si c'est pas vraiment ça, parce que c'est le modèle d'Apple et qu'il est optimisé différemment, et qu'en plus ils vont avoir un système qui va être dynamique, donc en fonction de ce que vous lui demandez, ils vont être plus ou moins spécialisés pour vous faire des réponses bien adaptées. Mais voilà, ce sera pas un modèle très puissant. Si jamais c'est un petit peu plus compliqué, ça va être envoyé sur les serveurs d'Apple, et là vous allez avoir en gros l'équivalent d'un ChatGPT 4. Et si jamais c'est encore plus complexe, il va vous proposer de faire la demande à ChatGPT, et là vous allez du coup bénéficier de la dernière version de ChatGPT, donc en ce moment GPT-4o, mais potentiellement dans le futur, les versions prochaines que OpenAI proposera, GPT-5 et autres. Et donc pourquoi c'est assez important, parce que là, une fois que vous allez passer par ChatGPT, là, il va vous poser la question, parce que là, vos données sont bien envoyées à OpenAI. Et donc, Apple a quand même bien expliqué que les données seront envoyées à OpenAI, mais que OpenAI ne gardera pas de log, etc., blablabla, pour bien s'assurer qu'il y a une sécurité, mais c'est quand même envoyé à une autre entreprise, qui est OpenAI. OpenAI, ils ont beau avoir le vent en poupe et très bien fonctionner en ce moment, il faut quand même garder en tête que pour faire du business de l'IA, il faut avoir des données, hein, on l'a déjà répété plein de fois, hein, le cœur de l'IA, c'est avoir des données de qualité. Et donc, moi je me méfie toujours, hein, s'ils ont une opportunité de récupérer des données, peut-être qu'ils le feront. Et on a déjà vu qu'a priori, par exemple sur leur modèle Sora, ils auraient utilisé les données de YouTube sans demander la permission. Et voilà, il y a peut-être aussi d'autres parties de leur données d'entraînement, hein, qu'ils auraient pu utiliser sans forcément avoir les vraies autorisations. Donc je me méfie un petit peu, donc c'est pour ça aussi que Apple a vraiment insisté, et c'est aussi pour, je pense, se détacher d'éventuels débats, ou en tout cas problèmes qu'il pourrait y avoir avec OpenAI, en disant bien que à chaque fois que les données seront envoyées à ChatGPT, vous aurez un message qui s'affichera en vous demandant, en vous posant la question, est-ce que vous êtes sûr, vous les envoyez, etc. Donc voilà, ça va pas être quelque chose qui va être fait automatiquement. De toute façon, je pense qu'on va avoir le temps de voir venir ce modèle, hein, parce qu'il a été annoncé lundi, mais derrière ça, il va être déployé que dans peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas exactement, et surtout au début, il va fonctionner uniquement en anglais. Parce que le modèle que Apple a entraîné, hein, il l'a entraîné en anglais. Et donc forcément, on va pas y avoir accès tout de suite en français ou dans d'autres langues. Donc je pense que de notre côté, il faudra être un petit peu patient. Hein, et c'est quelque chose qu'on va probablement voir arriver peut-être en fin d'année, après la sortie du prochain iPhone 16. Donc voilà, on verra un petit peu, on suivra l'actualité dans le podcast pour savoir quand tout ça arrivera. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu cette grosse annonce. La dernière chose quand même un petit peu intéressante que j'ai réussi à retrouver sur les informations, hein, forcément qui n'étaient pas annoncées directement à la conférence, c'est qu'il y a eu un accord du coup direct entre OpenAI et Apple, forcément, pour faire ce partenariat où les utilisateurs d'Apple pourront faire appel à ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils auront un accès à ChatGPT gratuit, à GPT-4o, sans limitation de nombre de requêtes. Et s'ils ont un compte pro, ils pourront aller encore plus loin et éventuellement avoir accès à d'autres modèles, etc. Mais c'est quand même du coup permettre d'accéder à tous les utilisateurs d'Apple qui auront accès à ce nouvelle fonctionnalité de Siri. Donc au final, ce ne sera pas non plus l'ensemble des utilisateurs Apple, puisque encore une fois, c'est limité aux utilisateurs qui auront le dernier iPhone 16 ou l'iPhone 15 Pro. Donc ça limite déjà un petit peu, hein, voilà, tous ceux qui ont des modèles qui ont quelques années, ils pourront pas avoir accès à ce dernier modèle de série, mais n'empêche que ça représente quand même une très très grande masse d'utilisateurs, et surtout, là vraiment Apple, ce qu'ils font, c'est démocratiser l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est quelque chose qui est quand même
pas trop difficile d'accès, mais qui n'est pas encore accessible de tous. Là, ils vont vraiment le montrer aux yeux de tous, avec des façons simples de l'utiliser, avec une intégration qui va vraiment être pensée de façon intelligente, et donc du coup, ça va permettre à des personnes qui se servent de leur téléphone sans un usage avancé, de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et d'y avoir un accès facile. Donc on va vraiment inclure, je pense, de nombreux utilisateurs avec cette arrivée de ChatGPT dans l'interface iOS. Mais ça représente du coup un deal assez intéressant, je pense, du côté d'OpenAI et aussi du côté d'Apple. Apple, il bénéficie de ce modèle qui est l'un des plus avancés aujourd'hui, et OpenAI, ils vont bénéficier de toute la base des utilisateurs de Apple, et donc du coup, ils ont fait ce deal sans aucun échange d'argent. Donc voilà, c'est pas un deal qui a été rémunéré, ils ont décidé de se faire ce partenariat, donc OpenAI va fournir cet accès à ChatGPT gratuit, et en contrepartie, Apple, lui, va lui donner un peu un accès à ses utilisateurs, et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, Google, il reverse à Apple 20 milliards de dollars par an pour que le moteur de recherche par défaut sur les iPhones soit Google. Donc voilà, 20 milliards de dollars, c'est un deal qui est énorme. Et bon, là, le deal que OpenAI a fait avec Apple, il n'y a pas de rémunération. Ils se sont mis d'accord, tout simplement, avec ces termes où, vous offrez ChatGPT gratuitement, et j'imagine que l'objectif derrière pour OpenAI, c'est éventuellement de gagner en visibilité, et puis peut-être derrière d'avoir des utilisateurs qui ont des besoins un peu plus spécifiques, de les faire passer sur la version payante de ChatGPT. Et d'ailleurs, petite dernière info intéressante sur OpenAI, ces 6 derniers mois, leurs revenus ont doublé, et donc du coup là ils visent des revenus annuels pour cette année de 3,4 milliards de dollars. Ce qui pourrait encore augmenter, vu qu'ils ont déjà doublé sur les 6 derniers mois. Donc c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Donc c'était tout pour cette très grosse news sur Apple Intelligence. Donc voilà, j'essaie de vous chercher des informations un peu plus précises que celles qui étaient un petit peu republiées partout, et d'aller un petit peu plus loin que ce qui était justement uniquement fourni dans la conférence. Donc de toute façon on en reparlera, puisque de toute façon ce modèle il va falloir qu'il arrive, il va falloir qu'on puisse le tester. Donc j'essaierai de le tester moi en avant-première dès que les bêtas sortiront. Et j'essaierai aussi derrière de vous faire des retours sur la version anglaise qui sera utilisable dans un premier temps, et de vous dire ce que j'en pense avant que la version arrive en France et en Europe. Donc ensuite, on a une news qui concerne Meta, qui a annoncé qu'elle ne lancera pas son système Meta AI en Europe. Donc on en avait parlé la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines, je sais plus, où Meta maintenant va utiliser tout simplement toutes les données publiques de ses utilisateurs pour entraîner son propre modèle d'intelligence artificielle. Et donc ça, forcément, en Europe, ça ne respecte pas la RGPD, et donc ils avaient envoyé un mail à leurs utilisateurs en expliquant que des changements de conditions d'utilisation allaient s'opérer, et que si vous le désiriez, vous pouviez refuser que vos données soient utilisées pour entraîner le modèle d'IA. Finalement, ils ont dû décaler l'arrivée de leur modèle d'IA en Europe, puisque tout simplement, la Commission européenne de protection des données, la Commission irlandaise de protection des données, a demandé que ce lancement de Meta soit tout simplement stoppé pour l'instant. La demande a été formulée au nom des autorités de la protection des données, donc le DPA européen, et elle vise à retarder l'entraînement des grands modèles, donc les Large Language Models de Meta, en utilisant du contenu public partagé par des adultes sur Facebook et Instagram. Donc voilà, c'est ça le périmètre du contenu qu'ils allaient utiliser. Donc par contre, pour le reste du monde, pour l'instant, Meta ne se gêne pas, entre guillemets, et utilise les données de ses utilisateurs pour entraîner son prochain modèle. Et donc on en revient à ce que je disais, les données ça reste le nerf de la guerre. C'est pour ça que OpenAI, avec cet accès à Apple, on a un peu le droit de se poser la question de est-ce que les données vont bien rester gardées uniquement, qu'elles ne vont pas resservir à l'entraînement de modèles, malgré les engagements qu'ils auraient pris avec Apple. Donc ensuite, on a une news qui concerne AWS. Donc Amazon Web Services, qui a annoncé un engagement de 230 millions de dollars pour accélérer la création d'applications d'IA génératives par les startups du monde entier. Cet investissement s'accompagne du lancement du 2e programme annuel AWS Generative AI Accelerator en partenariat avec Nvidia. Ce programme hybride de 10 semaines, qui s'étend désormais pour inclure 80 startups, offrira jusqu'à 1 million de dollars en crédit proposé à AWS. Donc la classique, dans les news, on parle de
Apple, de Meta et d'Amazon. Donc on n'a pas encore parlé de Microsoft là pour cette semaine, mais voilà, ne pas oublier que Amazon reste derrière très intéressé sur l'intelligence artificielle et qu'ils font énormément d'investissements aussi de leur côté. Ensuite, on a une news qui est arrivée, enfin un nouvel outil IA qui est arrivé, un outil de génération de vidéos qui est hyper impressionnant, qui s'appelle Luma AI, donc qui a été développé par Dream Machine. C'est une plateforme capable de générer des vidéos réalistes à partir de simples descriptions textuelles. Il est accessible au public et cet outil permet de créer des clips haute définition en quelques minutes. Donc je vous en parlerai un petit peu plus dans mon utilisation de l'IA de la semaine, puisque du coup j'ai fait des petits tests avec, et je vous recommande d'aller regarder de votre côté, puisque avec un compte, vous pouvez créer une trentaine de vidéos gratuitement. Donc ensuite, la prochaine news concerne OpenAI encore une fois, avec Paul Nakasone, qui est l'ancien directeur de la NSA, qui rejoint le conseil d'administration et le comité de sécurité d'OpenAI. 4 mois après son départ de la NSA, Nakasone apportera son expertise en cybersécurité pour protéger les systèmes d'OpenAI et améliorer la détection et la réponse aux menaces. Il aidera à renforcer la sécurité des superordinateurs d'IA et des données sensibles des clients. Et voilà, c'est une annonce qui a fait potentiellement pas mal de bruit, notamment sur la plateforme Twitter X, puisque il y a quand même une crainte de ce lien du coup avec OpenAI et la NSA. Donc il faut pas oublier que la NSA avait eu, il y avait eu toutes les affaires avec Edward Snowden à l'époque sur la révélation de la surveillance de masse que la NSA pouvait faire. Et donc le fait là de savoir qu'on a d'un côté une agence de renseignement qui commence à avoir des liens via ce recrutement du coup de leur ancien directeur avec OpenAI, qui est un petit peu aujourd'hui la plus grosse entreprise, enfin en tout cas l'une des plus grosses startups sur l'intelligence artificielle, qui est en train de monter de plus en plus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant, et ça nous renvoie du coup un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec cette alliance qu'il y a avec Apple. Il faut quand même derrière garder en tête que OpenAI, c'est potentiellement une entreprise qui va avoir des relations assez étroites avec la NSA. Mais après je pense qu'il faut pas forcément être crédule, les entreprises américaines de toute façon ont des obligations d'un point de vue légal, forcément vis-à-vis de leur gouvernement, qui peuvent leur demander des renseignements, et des renseignements liés à la protection du pays, et donc c'est des liens qui peuvent se créer, mais c'est pas forcément les liens les plus rassurants qu'il peut y avoir. Donc il faut garder en tête qu'on a potentiellement ce rapprochement qui va peut-être se faire entre la NSA et OpenAI, et que derrière ça pourrait créer quelque chose d'assez dystopique, puisque un gouvernement qui a une très très grande capacité derrière de récupération de données, alliée avec une très grande capacité de calcul liée à l'intelligence artificielle, ça peut nous envoyer très rapidement vers un monde dystopique à la 1984 de George Orwell. Donc à continuer à surveiller, je pense. C'est le genre de choses que c'est toujours bien de savoir que il y a ce genre de rapprochement qui peuvent se faire, et ça nous permet aussi de garder un petit peu un aspect critique sur ces entreprises, tout en gardant en tête qu'aujourd'hui elles sont quand même bien pratiques et qu'elles nous offrent de nombreuses fonctionnalités, mais il faut garder en tête qu'il y a ces risques potentiels liés à la sécurité. Et enfin, pour terminer cette partie actualité, on va conclure par Microsoft, et comme ça on aura fait la totale, Amazon, Microsoft, Meta, OpenAI et Apple, donc avec une news qui concerne leur fonctionnalité Recall dont on avait parlé. Donc Recall, c'était quoi le concept? C'est que ça devait faire des screenshots plus ou moins de votre ordinateur pour vous permettre de savoir ce que vous aviez fait potentiellement, et il y avait forcément il y a eu pas mal de mauvais avis sur le sujet, avec un véritable risque sur la partie sécurité, et en plus de ça, derrière, il y a un chercheur qui a montré que les données n'étaient pas forcément correctement chiffrées sur les ordinateurs, et donc derrière, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Que finalement, il allait être disponible uniquement en avant-première dans le programme Windows Insider, donc ça c'est un petit peu le programme des développeurs de Microsoft, et que les ordinateurs qui donc du coup disposent des fonctionnalités Copilot Plus avec leurs spécifications, qui c'était des ordinateurs donc avec des processeurs dédiés au calcul de l'IA qui permettent ce genre de fonctionnalité avancée. Et donc cette fonctionnalité, a priori, pour l'instant, elle va être décalée, et elle va être surtout désactivée par défaut, donc avec une fonctionnalité que vous pourrez du coup uniquement activer. Donc pour l'instant, elle est uniquement accessible en bêta. Derrière, elle va être accessible de tout le monde sur les ordinateurs Copilot Plus, et surtout, elle sera par défaut désactivée.
l'activer. Donc ce sera à vous de l'activer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y a eu de nombreuses critiques du coup sur l'aspect sécurité proposé par cette application. Donc cette semaine, pour mon utilisation de l'intelligence artificielle de la semaine, je vous ai préparé quelque chose avec Udio. Donc Udio, c'était c'est une application qui vous permet de générer des musiques. Et voilà, j'ai l'impression aussi que ce soit Udio ou leur concurrent Suno AI, qu'ils sont vraiment en train de faire des avancées. À chaque fois que je retourne sur ces sites et que j'écoute un petit peu les morceaux qui ont pu être générés par la communauté, je me rends compte qu'ils sont de plus en plus qualitatifs et qui deviennent vraiment, des fois, vraiment très difficiles à distinguer avec des morceaux qui auraient pu être enregistrés entièrement. Surtout quand c'est des morceaux avec des voix qui sont un petit peu modifiées. C'est-à-dire que par exemple, si c'est des morceaux avec des voix avec un effet un petit peu rétro, un enregistrement qui pourrait être un petit peu ancien, ou des voix qui auraient été modifiées avec un autotune, ce genre de choses-là, vu que les voix sont modifiées et qu'on s'attend à avoir une voix légèrement modifiée, on n'entend pas les défauts qu'il peut y avoir dans la voix qui sont générés par l'intelligence artificielle. Donc je trouve que c'est assez impressionnant et du coup j'ai voulu essayer de faire un petit test pour voir un petit peu l'avancée qu'il y avait pu avoir dessus, mais ce test il est un peu particulier puisque plutôt que d'essayer de générer une chanson avec Suno AI, c'était avec Udio, j'ai essayé de générer un sketch de Comedy Club. Donc pour ça j'ai généré le texte avec ChatGPT qui a écrit quelques petites blagues, donc voilà, je vous laisserai juger si les blagues sont bonnes ou pas. Et derrière j'ai utilisé donc du coup Udio pour essayer de générer tout simplement une voix qui va qui va dérouler un petit peu les blagues comme pourrait le faire un comédien de Comedy Club. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter ça et vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez déjà essayé de parler à un assistant vocal « Hey Siri, quel temps fait-il ?» Et elle répond « Je ne comprends pas la question, on dirait mon oncle sourd. » Quand elle comprend enfin c'est la météo pour l'Antarctique, il fait moins 30 degrés et il neige. Super, je sors le maillot de bain alors. Les suggestions d'achat. Vous avez acheté des chaussettes. Voulez-vous aussi une tondeuse à gazon? Oui, parfait. Je tends la pelouse en chaussettes. Vous avez déjà essayé de parler à un Donc voilà, j'en ai fait plusieurs versions, donc ils étaient en train de se lancer sur la deuxième version. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Alors c'est pas aussi impressionnant que les démonstrations qu'on a pu voir par exemple de GPT-O, mais GPT-O pour l'instant on l'a pas encore vu parler en français. Alors dans les démonstrations je crois que il y a une démo où il parle en italien, mais on l'a pas encore entendu parler en français. On voit qu'il y a de l'émotion vraiment quand on est sur la partie en anglais, mais on sait pas encore s'il est capable de le faire en français, et là au final avec Udio on arrive à avoir quand même des tons où il y a un ton, il y a un petit peu d'émotion qui passe dans la voix, même si on est d'accord, on entend encore clairement qu'elle a un effet robotique cette voix, mais en même temps Udio à la base c'est fait pour faire de la musique, et j'étais plutôt étonné de voir qu'on pouvait aussi réussir à générer des voix avec cette application. Donc comme d'habitude, Udio gratuit, Suno AI pareil gratuit, en tout cas vous pouvez générer un certain nombre de musiques gratuitement, donc n'hésitez pas à y faire un tour, à générer des petites musiques et à me les envoyer, je les écouterai avec plaisir pour voir un petit peu ce que vous avez pu créer. Et derrière, l'autre utilisation de la semaine qui a fait pas mal de bruit dans la communauté de l'intelligence artificielle, surtout dans les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des choses, c'est l'annonce de du coup Luma. Et Luma, qu'est-ce que c'est ? Luma, c'est une intelligence artificielle tout simplement de génération de vidéos. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est plutôt très très performante si on la compare avec ce qu'on avait pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on avait par exemple Runaway ou Picalab, dont on avait déjà parlé précédemment, qui permettait de faire une légère animation, mais voilà, c'était très léger. Globalement, ça animait légèrement une photo, mais les mouvements étaient très faibles. Des fois, on pouvait avoir des petites incohérences, on avait du mal à créer des gros mouvements. Là, avec Luma, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait pu voir avec Sora. Sauf que Sora, aujourd'hui, il est toujours pas accessible. Et en plus, on sait pas à quel point il demande des ressources ou pas à la génération. Là, Luma, ils sont capables de créer une vidéo de 120 images en 120 secondes. Donc 120 images, ça fait divisé par 24 ou 30 en fonction de votre framerate. Ça va vous faire quelques secondes de vidéo. Et ça, il le génère vraiment très rapidement. Donc voilà, pour ceux qui regardent l'épisode sur YouTube, je vous mettrai quelques petits exemples de ce qui a pu être généré avec Luma. Sinon, pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram tsunami-ia, puisque je posterai un petit peu ce que j'ai pu générer avec cette application Luma en termes d'animation. Mais voilà, à partir de ça, on peut commencer à faire des petits projets. Il y a déjà des personnes d'ailleurs qui ont commencé à essayer de faire des petits clips, à faire des petits courts-métrages.
avec l'aide de Luma et puis d'autres utilisations d'intelligence artificielle. Il y avait déjà des choses qui se faisaient avec avant ce qui existait, Picalab, etc. Mais c'était souvent des choses où il y avait très peu de mouvements. Là, on peut vraiment faire des gros mouvements de zoom vers l'avant, de déplacement. Il peut y avoir des scènes où les personnages marchent. Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas aussi propre que ce qu'on pouvait avoir avec Sora, mais par contre, ça a le mérite d'être disponible. Et justement, c'est disponible gratuitement. Vous faites un compte et vous allez pouvoir générer 30 vidéos par mois gratuitement. Et là où c'est quand même assez intéressant, et ça montre aussi, je pense, le coût derrière quand même qu'il y a à générer ce genre de vidéo, c'est que le prix de la génération de vidéo, il est de 25 centimes de dollars par vidéo. Donc sur un abonnement par exemple à $30, vous allez pouvoir générer 120 vidéos. Et moi je trouve ça quand même assez cher si on réfléchit un petit peu, parce que souvent pour avoir un petit peu ce qu'on veut, il faut générer des fois 4, 5, 6 vidéos. Si on prend par exemple le modèle de Midjourney, avec un compte à une vingtaine de dollars, vous pouvez générer vraiment des centaines d'images. Et c'est ce qui fait que c'est utilisable entre guillemets, sachant qu'en plus à chaque génération, Midjourney il vous fait 4 images, mais ça il vous le compte pour une seule génération. Là avec ce système là, vous allez faire une génération de vidéos et voilà, c'est tout quoi. Et donc il faut en 30 générations de vidéos, ça peut, si des fois il vous faut 4-5 générations pour arriver à avoir le bout de vidéo qui correspond vraiment à ce que vous voulez, ça peut prendre du temps. Mais par contre ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut détailler un petit peu plus des fois ce qu'on veut et redemander des versions de la vidéo en demandant je veux que le personnage il ait les bras croisés, je veux que le personnage il regarde d'un côté, de l'autre, etc. Donc voilà, on commence à avoir un truc qui commence, je trouve c'est vraiment un début de possibilités en termes de créativité. On va pouvoir réaliser des petits courts-métrages, des petites choses, je pense, avec ce genre d'intelligence artificielle, même si pour l'instant il y a encore des défauts. Si on est assez malin sur la partie créativité, je pense qu'on peut réussir à masquer un peu une partie de ces défauts-là et réussir à faire des vidéos qui peuvent être très intéressantes sur des formats assez courts, je pense, parce que forcément, pour l'instant, le budget il reste pas négligeable, je pense, puisque vous allez devoir quand même générer pas mal de vidéos. Mais bon, maintenant si on compare avec le budget qui est nécessaire pour tourner une vraie vidéo, où il faut acheter le matériel, où il faut potentiellement les acteurs, les lieux de tournage, etc., c'est infiniment moins cher de faire ça avec des intelligences artificielles. Et donc ça nous amène toujours à un peu vers un futur où, comme j'en avais parlé un petit peu à la sortie de Sora, où on arrivera à un moment donné où très probablement on pourra générer un long métrage avec une intelligence artificielle et où on aura quelque chose qui sera potentiellement très qualitatif, même si on ne sait pas encore combien de temps tout ça va prendre, et surtout quelle puissance de calcul il faudra derrière pour arriver à faire quelque chose qui sera tout simplement viable d'un point de vue économique. Et voilà, tout ça va nous amener justement au sujet de la semaine, où justement cette semaine, je me disais, on voit que là, on a Apple qui rentre vraiment dans l'environnement de l'intelligence artificielle avec leur Apple Intelligence, leur partenariat avec OpenAI, ce qui veut dire que il va y avoir une utilisation encore plus importante de OpenAI et de ChatGPT notamment. On a des nouveaux modèles qui sortent comme Luma qui commence à proposer de la génération de vidéos. Donc on a vu que la génération d'images, c'est quelque chose qui a eu quand même un très bon succès. Donc la génération de vidéos, ça risque de très bien marcher aussi. Maintenant, on a des nouveaux modèles qui sortent en permanence. Tout ça, ça demande de la puissance de calcul, ça demande des serveurs et ça demande justement du coup de l'énergie. Et donc je voulais voir un petit peu cette semaine si il n'y avait pas des choses intéressantes à voir avec justement le futur de l'intelligence artificielle et les blocages qu'on pourrait avoir potentiellement avec la consommation en énergie qui va augmenter et l'impact justement que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'écologie. Salut Juniper, alors cette semaine j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir d'un point de vue écologique sur la consommation d'énergie et sur le fait que l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place. J'aimerais d'abord te partager quelques chiffres et avoir un petit peu ton point de vue sur ces derniers. Donc la première chose, c'est la capacité énergétique globale des centres de données qui devrait passer de 49 gigawatts en 2023 à 96 en 2026. Ensuite, je voudrais te parler de la consommation aux États-Unis d'ici 2030, où on a les centres de données, donc les data centers, qui pourraient consommer jusqu'à 9% de la production électrique des États-Unis. Et qu'à l'échelle mondiale, l'IA devrait pousser les centres de données, donc les data centers, à utiliser 4,5% de la production totale d'énergie d'ici 2030, ce qui est en hausse par rapport au niveau actuel qui est environ de 2%. Donc j'aimerais déjà que tu me dises un petit peu ce que tu penses de tout ça. Salut! Ce sont des chiffres assez impressionnants et préoccupants.
l'augmentation de la capacité énergétique des centres de données de 49 gigawatts en 2023 à 96 gigawatts en 2026 montre à quel point notre dépendance à l'égard des données et de l'intelligence artificielle ne fait que croître. La consommation énergétique des centres de données aux États-Unis, atteignant 9% de la production électrique d'ici 2030, est également alarmante. Cela représente une part significative des ressources énergétiques. À l'échelle mondiale, voir cette utilisation passer de 2% à 4,5% à cause de l'intelligence artificielle souligne un impact écologique non négligeable. Il est clair que l'intelligence artificielle apporte de nombreux avantages, mais sa croissance rapide pose des défis environnementaux importants. La question de savoir comment gérer cette consommation d'énergie devient cruciale. Cela pourrait impliquer une recherche accrue de solutions énergétiques plus vertes et plus efficaces, comme l'utilisation de l'énergie renouvelable pour alimenter ces centres de données. De plus, l'optimisation des algorithmes pour les rendre moins énergivores pourrait être une voie à explorer. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu des idées sur comment aborder ce problème? Donc effectivement, Juniper, je suis d'accord avec toi, on pourrait déjà commencer par optimiser le matériel, et c'est par exemple ce que la société Grok est en train de faire, hein. Ils sont capables de, avec leur processeur dédié d'inférence, être 10 fois plus rapide que ce qu'on peut réussir à faire aujourd'hui avec des processeurs graphiques, mais de toute façon, si on a du matériel plus rapide, on va vouloir aussi utiliser encore plus l'IA. On voit que là maintenant, on a Apple qui se lance aussi avec leur système Apple Intelligence dans l'intelligence artificielle. On a maintenant de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour la génération de vidéos, et on va avoir, je pense, de l'IA générative qui va être utilisée de plus en plus dans de nombreux domaines. Donc je pense que l'optimisation, c'est forcément un passage qu'on ne peut pas éviter, mais que c'est pas forcément ce qui va permettre de réduire cette consommation d'électricité. Et moi, du coup, je voulais un peu me rendre compte qu'est-ce que ça représente, parce que c'est vrai que là on parle de passer peut-être de 2 à 4,5%. Est-ce que tu aurais des façons pour nous de mieux comprendre à quel point ça pourrait avoir un impact important ou pas? Est-ce que passer de 2 à 4,5% c'est beaucoup, pas beaucoup, comparé au reste de la consommation électrique dans le monde aujourd'hui? Et est-ce que finalement, passer de 2 à 4,5% c'est impressionnant parce que c'est quasiment un x2, mais ça reste petit entre guillemets par rapport à la totalité de la consommation, donc est-ce que c'est grave ou pas? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour mieux comprendre l'impact du passage de 2 à 4,5% de la consommation énergétique mondiale par les centres de données, il faut considérer quelques points de comparaison. Actuellement, les centres de données représentent une partie importante de la consommation énergétique mondiale. Passer de 2 à 4,5%, c'est effectivement plus du double. En comparaison, d'autres secteurs industriels ou commerciaux ont des parts similaires ou même inférieures. Par exemple, l'industrie de l'aviation représente environ 2 à 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Cela signifie que cette augmentation dans les centres de données aurait un impact non négligeable sur l'environnement. C'est d'autant plus préoccupant que cette hausse est liée à la croissance de l'intelligence artificielle, qui est encore en pleine expansion. On pourrait se retrouver dans une situation où l'intelligence artificielle, malgré ses nombreux bénéfices, devient une source majeure de consommation énergétique. Pour relativiser, 4,5% peut sembler petit par rapport à la consommation totale. Mais quand on parle de la consommation énergétique mondiale, chaque pourcentage représente une quantité énorme d'énergie. Par exemple, en 2019, la consommation énergétique mondiale était d'environ 177 000 TWh. 4,5% de cela représente environ 8 000 TWh, soit plus que la consommation totale d'électricité de pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. En résumé, même si passer de 2 à 4,5% peut sembler petit en pourcentage, l'impact absolu est considérable et mérite qu'on y prête une attention sérieuse. Qu'en penses-tu? Merci Juniper pour cette comparaison. C'est vrai que c'est tout de suite un peu plus concret de se dire que ça pourrait être l'équivalent de la consommation d'un pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Là tout de suite, je pense que ça parle un peu plus et ça représente à quel point effectivement l'augmentation
de la consommation de l'intelligence artificielle, ça pourrait être un vrai sujet. Mais moi, la chose que je me demande, c'est est-ce qu'au final, en arrivant à faire progresser de plus en plus l'intelligence artificielle, on pourrait pas aussi réussir à accélérer la recherche dans potentiellement des avancées sur de nouveaux moyens de création d'énergie renouvelable, par exemple, je sais pas moi, optimiser les panneaux solaires, ou peut-être faire des avancées sur les projets de fusion nucléaire. Je crois qu'on en avait parlé dans une news, il y a pas mal d'épisodes où l'intelligence artificielle, par exemple, permettait de mieux comprendre les instabilités du plasma. Peut-être qu'au final, l'intelligence artificielle va peut-être certes consommer plus d'électricité pendant un moment donné, mais qu'elle va peut-être permettre derrière une grosse économie d'énergie, ou voire même des progrès grâce au fait que justement elle nous permet d'avoir un accès à une intelligence entre guillemets auquel on n'aurait pas accès sans ces nouveaux systèmes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Tu as tout à fait raison. L'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour accélérer la recherche et le développement dans les énergies renouvelables et d'autres technologies avancées. Par exemple, l'optimisation des panneaux solaires pourrait bénéficier des capacités de l'intelligence artificielle pour analyser et améliorer l'efficacité des matériaux et des configurations. De même, dans le domaine de la fusion nucléaire, comme tu l'as mentionné, l'intelligence artificielle aide déjà à mieux comprendre et contrôler les instabilités du plasma, ce qui est crucial pour rendre cette technologie viable. L'intelligence artificielle peut aussi aider à optimiser les réseaux électriques en rendant la distribution de l'énergie plus efficace et en réduisant les pertes. Elle peut améliorer la gestion de la demande et l'intégration des sources d'énergie renouvelables, ce qui est essentiel pour un avenir énergétique durable. Donc, même si l'intelligence artificielle augmente la consommation énergétique à court terme, elle pourrait jouer un rôle clé dans la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus efficaces. En somme, il s'agit d'un équilibre entre les coûts énergétiques actuels et les bénéfices potentiels futurs. C'est un sujet fascinant et complexe. As-tu des exemples spécifiques de projets où l'intelligence artificielle a déjà fait une différence notable dans ce domaine? Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de faire ensemble un parallèle avec Internet. Là, aujourd'hui, on expliquait par exemple que sur la partie data center, les data centers aujourd'hui, ça représente à peu près 2% de la consommation d'énergie. Sans ces data centers, on n'a pas Internet. On n'a pas Internet, on n'a pas accès à YouTube, on n'a pas accès à tous les réseaux sociaux, on n'a pas accès à toute la connaissance qu'il peut y avoir sur Wikipédia, etc. C'est aussi un énorme frein pour tous les business. Il n'y a plus d'email, il n'y a plus rien. Imaginez si demain il n'y avait plus d'Internet. Certes, on a 2% en moins d'utilisation d'énergie, mais c'est quoi l'impact en fait derrière pour toutes les entreprises qui ont pu accès à ce service qui est quand même ultra utile et qui a été assez génial et qui a pu propulser, je pense, la société dans pas mal de progrès. Et donc du coup, je me dis, avec l'intelligence artificielle, est-ce que ce serait pas un peu la même chose, quoi ? Certes, ça serait une consommation qu'on augmenterait sur l'énergie totale, mais ça permettrait de faire tellement de nouvelles choses et de faire tellement de progrès à tellement d'échelle qu'au final, peut-être que ça nous permettrait aussi indirectement de réduire la consommation totale d'énergie, par exemple. Si grâce demain à de l'intelligence artificielle, on arrive par exemple à avoir des mondes en réalité augmentée très pertinents et très efficaces, peut-être que les personnes auront beaucoup moins besoin de se déplacer par exemple pour avoir l'impression d'avoir des réunions quasiment avec une impression d'être en réalité, grâce à ce qu'on a pu voir par exemple avec les avancées du Quest 3 ou autre. Si ce genre d'avancée continue, peut-être qu'on aura l'impression de pouvoir discuter avec une personne avec un système d'avatar ou autre, ce qu'on a pu voir aussi avec le Apple Vision Pro. L'intelligence artificielle pourrait nous aider justement à avoir ce genre de système et au final, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être plutôt pertinent et utile ? Qu'est-ce que t'en penses, Juniper ? Tu soulèves un point vraiment intéressant. Faire un parallèle avec Internet est tout à fait pertinent. En effet, Internet consomme de l'énergie, mais il a révolutionné nos vies de manière inimaginable en apportant d'énormes bénéfices. Sans Internet, comme tu le dis, on perdrait l'accès à une multitude de services essentiels, de la communication aux informations, en passant par le commerce et le divertissement. De la même manière, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer profondément notre société. La consommation énergétique accrue des centres de données pour l'intelligence artificielle est un coût immédiat, mais les bénéfices à long terme pourraient compenser largement cette consommation. Par exemple, les systèmes de réalité augmentée et virtuelle
rendu possible et plus efficace grâce à l'intelligence artificielle, pourrait réduire les besoins en déplacement physique, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. L'intelligence artificielle peut aussi améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, optimiser les chaînes logistiques et même aider à prévoir et à atténuer les impacts des catastrophes naturelles. Toutes ces applications ont le potentiel de réduire la consommation énergétique globale et de rendre notre société plus durable. En résumé, tout comme Internet, l'intelligence artificielle représente une consommation énergétique significative, mais ses applications et ses avantages peuvent justifier cette consommation en apportant des solutions innovantes et durables à divers problèmes. Cela nécessite une gestion attentive et responsable de son développement pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les impacts négatifs. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vois d'autres domaines où l'intelligence artificielle pourrait apporter des bénéfices similaires à ceux d'Internet? Ok, bah voilà, c'était un retour, je pense, assez intéressant de Juniper. Je trouve ça quand même assez pertinent de faire la comparaison avec Internet. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a souvent des débats qui remontent sur le fait que l'intelligence artificielle, ça pourrait être un vrai problème, un vrai désastre écologique, parce que on demande une puissance de calcul énorme pour faire, pour l'instant, pas grand-chose, entre guillemets, puisque même si on peut faire déjà pas mal de choses intéressantes avec les IA, pour l'instant, on n'en est encore qu'au début, et donc on pourrait se dire, c'est un petit peu tout ça pour rien, tout comme on pourrait dire que, sur YouTube, il y a du contenu qui est sûrement très pertinent et très qualitatif, mais il y a aussi du contenu qui est pas très intéressant et pourtant ça prend de la place sur les data centers, tout comme les mails de publicité et autres. Et donc c'est vrai que il y a sûrement un petit peu d'optimisation d'un point de vue coût énergétique à faire là-dessus, mais pourtant c'est en même temps quelque chose qui nous permet de faire tellement de choses que ce serait un petit peu dommage de s'en priver et de ne pas essayer d'avoir ces outils accessibles de tous. Donc voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi je vous laisse ici pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu, et comme d'habitude n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, et sinon je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.